Bonjour à tous, ici Paul-Hélène Ponceau pour un nouveau podcast sur YouTube. Et aujourd'hui, on va vous parler de la fausse lumière. Et notamment sur la manière dont la fausse lumière nous manipule, nous séduit pour justement nous faire consentir à elle. Donc, on prendra des exemples liés à des contactés, liés à des chercheurs de vérité, liés à des channels, liés à des médiums. Mais Avant de continuer, on voulait vous annoncer qu'on organise une conférence le samedi 3 août 2024 à Paris 14e. Et le thème de la conférence, ça sera les mystères de la Terre. Donc, cette conférence dure de 12h à 18h. Donc, si cette conférence vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Donc, juste en dessous de ce podcast, je mettrai le programme de la conférence du samedi 3 août 2024 et notre adresse mail. Comme ça, si ça vous intéresse d'y participer, vous nous envoyez un mail et on vous réserve une place. Et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas en vacances, parce que la conférence est à un tout petit prix. Donc le dimanche 4 août 2024, le lendemain, j'organise une visite guidée conférence sur le thème justement des abductions et des disparitions mystérieuse. Donc, c'est une conférence en plein air. Donc, on montrera aussi quelques symboles, quelque chose comme ça. Et puis, on s'arrêtera de temps en temps pour parler d'abduction, du lien entre abduction et disparition, de la recherche de chercheurs comme David Paulides et tout ça. Et on donnera pas mal d'anecdotes, pas mal justement de témoignages à propos des abductions. Donc, si cela vous intéresse, on mettra un deuxième lien en dessous de ce podcast et vous nous envoyez un mail si vous souhaitez y participer. N'hésitez pas parce que c'est vraiment convivial et très intéressant. Et à un tout petit prix. Et un tout petit prix, absolument. Donc, sachez également que le samedi 24 août, de 18h à 22h, j'organise un webinaire sur le thème du jeu vampirique des entités sans âme. Donc, ce n'est pas un webinaire sur le vampirisme, c'est un webinaire sur le jeu vampirique. Et dans ce webinaire, on parlera de la manière dont les entités non humaines jouent avec nous, que ce soit par le biais du karma, par le biais du chemin de vie, par le biais des contrats d'âme, par le biais des contacts et des abductions. Et on regardera comment cette notion de jeu avait été découverte par les Grecs anciens et reprise ensuite par des chercheurs comme John Keel et Charles Fort. Et on verra aussi comment déjouer le jeu, comment vibrer au-delà pour ne plus être un pion, mais pour devenir ceux qui littéralement sont maîtres de notre propre jeu, ce qui est logique. C'est un thème très intéressant et passionnant. C'est vraiment passionnant et c'est totalement inédit. Absolument, tous ces thèmes-là sont inédits parce qu'on a à chaque fois des nouvelles informations à vous transmettre. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire. Et sachez que le webinaire est censé durer 4 heures, mais prévoyez 1 à 2 heures de plus parce que comme c'est un webinaire en direct, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'échanges, donc ça peut durer plus longtemps. Et les questions sont hyper intéressantes et les échanges aussi sont très intéressants. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à vous inscrire parce que c'est vraiment un temps très important et intéressant. Donc, Paul, pour continuer, tu vas nous parler encore une fois de la fausse lumière, puisque on n'a jamais trop parlé de la fausse lumière. Oui. Tout le monde parle de la lumière, mais quelle lumière? Voilà, c'est ça. Et beaucoup malheureusement de fausses lumières. Il y a des personnes qui sont en contact avec des entités
bien évidemment de la vraie lumière, ce qu'on peut appeler des êtres de qui lumière, ce qu'on peut existent. appeler le moi supérieur et tout ça. Ça, il y en a. Et très souvent, ces êtres de la vraie lumière vont donner des messages clairs, nets et précis qui aident la personne dans l'ici et maintenant. En général, ils ne tournent pas autour du pot, ils donnent leur message et c'est terminé. Ils vont pas justement flatter l'ego, persister et essayer de s'accrocher à la personne. Simplement pour un message de la vraie lumière, il y a au moins 10 messages de la fausse lumière, 10 contacts avec la fausse lumière. Donc, l'idée de ce podcast m'est venue suite à une enquête avec Nage où on parlait du cas de Joe Fisher. Donc, Joe Fisher, c'est un journaliste canadien qui s'est fait avoir par une entité qui se présentait via une médium, comme sa femme dans une vie antérieure. S'en est suivi pour Joe Fisher une énorme descente aux enfers. Pourquoi? Parce que cette entité qui communiquait à travers la médium a réussi à accrocher Joe Fisher. Et à la base, Joe Fisher, c'était un journaliste canadien, journaliste spécialisé dans le paranormal, journaliste mainstream mais très ouvert, comme il n'existe pas à l'heure actuelle, qui avait écrit plusieurs livres sur la réincarnation. Et pour le cadre de ses recherches, il était allé dans un groupe de médiumnité parce qu'il voulait écrire un livre et faire un reportage sur la vie après la mort. Donc ça, c'est dans les années 80. Il va chez cette médium, une médium canadienne, qui contactait des personnes décédées. De fil en aiguille, il reçoit des messages d'une entité qui se présente comme Philippa et qui lui dit qu'elle était sa femme dans une vie antérieure, qu'ils avaient vécu ensemble en Grèce. Il reçoit aussi d'autres messages et il est pris dans le jeu de ces entités. Les entités, via la médium, lui disent que sa femme, pour faire simple, est un personnage non joueur ou sa fiancée est un personnage non joueur. Donc, à cause de ces entités, il se sépare de sa fiancée. Il devient de plus en plus obsédé par les messages de ces entités et il se développe via la médium une espèce de relation interdimensionnelle entre Philippa, qui était censée être sa femme dans une autre vie, et Joe Fisher. Comment ils communiquaient? Est-ce que c'était télépathiquement? C'était l'entité qui se mettait dans le corps de la médium, qui communiquait via la médium. Via le channeling. Via une sorte de channeling. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Joe Fisher a même vu l'entité, ressenti l'entité. Elle se manifestait directement à lui. De fil en aiguille, Joe Fisher se sépare de sa fiancée et malgré des mises en garde de certains membres de ce groupe spirit qui disaient avoir été leurrés par ces entités qui se faisaient passer pour des décédés, Joe Fisher continue. Et il va en Grèce à un moment pour vérifier l'identité de l'entité avec qui il avait noué une relation par l'intermédiaire de cette médium. Il va en Grèce, il vérifie certains détails, notamment le dialecte, la langue que parlait l'entité, parce qu'elle parlait grec aussi, vis-à-vis de la médium. C'était une forme de grec archaïque, et Joe Fisher ne pouvait pas le savoir, parce qu'en fait, elle lui parlait en général en anglais, mais elle disait certains mots de grec justement pour l'accrocher, pour que soi-disant il puisse vérifier. Par contre, il s'est rendu compte que
il n'y avait personne du nom de Philippa qui habitait dans la ville d'Alexandropoulis, donc c'était une petite ville en Grèce, et que d'ailleurs Alexandropoulis n'existait même pas, ou Poulos, je ne sais pas, peu importe, n'existait même pas à l'époque où l'entité disait. Donc Joe Fisher a compris qu'il avait été leurré par l'entité, que l'entité lui avait donné des éléments vrais pour l'accrocher, parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments vrais, mais aussi des éléments faux, des mensonges pour jouer avec lui. Et là, on en revient justement à ces notions de jeu vampirique. Est-ce que c'est typique des entités de dire un élément vrai parmi 10 des messages faux? Bien sûr, même plus, ça peut être moitié de vrai et moitié de faux. C'est-à-dire qu'ils vont mettre la personne en confiance, ils vont leur dire certaines choses et après ils vont profiter de ça pour leurrer la personne. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé en 1967 ou 68, quand tu as eu donc ces apparitions d'hommes phalènes, de Mothman en Virginie occidentale, il y avait énormément de médiums de la région qui recevaient des messages. Et ces médiums recevaient des messages qui de la part d'entités qui se présentaient comme des soi-disant frères de l'espace et tout, et qui disaient qu'une catastrophe majeure se produirait lorsque le président allumerait le sapin de Noël à la Maison Blanche, parce qu'aux États-Unis, l'allumage du sapin de Noël de la Maison Blanche s'est retransmis en direct depuis de très nombreuses années. Et ça, donc c'est les années 60. John Keel reçoit ces messages et il est inquiet parce que soi-disant il allait se passer une catastrophe, une guerre nucléaire, des cataclysmes et tout ça. Le président allume le sapin de Noël, rien ne se passe. Pourtant, au moment où le président allumait le sapin de Noël, un pont au niveau de la ville de Point Pleasant, en Virginie occidentale, qui était l'épicentre d'activités cryptozoologiques et d'activités ufologiques, et l'épicentre de toutes ces prédictions, s'effondre, et il y a eu plusieurs dizaines de morts. Vraiment une grande catastrophe, parce que c'était un tout petit village. Est-ce que c'était une sorte de rituel? C'est un rituel de la part de ces entités. Ces entités, clairement, sont à l'origine de nombreuses catastrophes et tout cela parce qu'elles se nourrissent de l'énergie de souffrance. Et en même temps, elles donnent des prophéties. Et là, c'est un exemple typique où elles mélangent du vrai et du faux pour jouer avec les gens, pour manipuler les gens. Donc, pour en venir à John Fisher, il revient de Grèce dégoûté. Pendant qu'il a été en Grèce, la médium est tombée malade d'une forme de leucémie, donc elle est extrêmement gravement atteinte. Joe Fisher tombe malade d'une tuberculose pulmonaire, et puis ensuite, il ne guérit pas, il ne reprend pas sa vie d'avant, et il finit par mourir quelques années plus tard. Et ça, c'est très typique, ces gens qui tombent malades, c'est très typique de ces entités qui vampirisent l'énergie vitale, qui provoquent des maladies, qui manipulent aussi l'esprit, qui manipulent la perception et qui détruisent les couples. Et Joe Fisher a été victime de cette espèce de jeu pervers de la part de ces entités. Est-ce qu'il a fallu un consentement finalement ou... Il y a eu un espèce de consentement. S'il aurait déconsenti, tu penses qu'il serait peut-être encore en vie? Alors, selon Nag, il y a effectivement une forme de consentement qui a toujours lieu, mais c'est très subtil. Là, le consentement, c'est quand Joe Fisher est allé à ces réunions de médiums et qu'il a adhéré à ce que disait l'entité. Et je pense aussi qu'un autre consentement, c'est parce qu'il y avait plusieurs entités, quand les entités qui se faisaient passer pour des décédés lui ont dit que
lui ont dit que sa femme était un portail organique ou un personnage non joueur. Donc ils n'ont pas dit ça, mais ça voulait dire ça. En gros, ils parlaient de différents types d'humanité, que lui était supérieur à sa femme et tout, et qu'ensuite il s'en est séparé. C'était quelque part une forme de consentement. Donc il y a eu plusieurs types de consentement, certains directs, d'autres indirects. Et très souvent, ces entités jouent à travers la manipulation. Donc, quelles étaient les entités qu'a vu Joe Fisher? Alors, très probablement, selon l'enquête de Nag, donc, certaines de ces entités étaient des décédés authentiques, mais la médium manquait de discernement, donc est contactée à la fois des âmes errantes qui cherchaient à vampiriser, mais aussi des entités non humaines qui se faisaient passer pour des décédés. Et c'est ce qui a détruit et fini par tuer Joe Fisher. C'est cette entité non humaine qui a littéralement joué avec lui. Donc, quand une personne contacte un esprit, on va dire un esprit ou un décédé, elle ne peut pas savoir à l'avance si c'est une entité ou si c'est un décédé. Il faut énormément de discernement. Il faut déjà connaître ces entités manipulatrices, être conscient puisque les entités attaquent par le subconscient. Or, qui parle de ces entités manipulatrices? Très très peu de personnes. Oui. En France, il y a des gens comme Margret qui a fait un très bon travail justement sur ces entités manipulatrices au moment de la mort. Il y a Maë aussi des clés du discernement qui évoquent ça. Il y a certains hypnothérapeutes qui évoquent ça. Il y a nous aussi qui évoquons ça dans nos vidéos et tout ça, mais très peu de personnes parlent de ces entités. Pourquoi? Parce que c'est un énorme tabou. Parce que beaucoup de personnes sont pris par le programme du faux sauveur externe. Et beaucoup de gens vont être programmés à la fois par différents égrégores, à la fois aussi par le New Age, à la fois aussi par les entités elles-mêmes, à penser que ces entités sont des sauveurs externes et que tout ce qu'elles disent, c'est la vérité. Donc, beaucoup de discernement, il faut vraiment beaucoup de discernement. Et par rapport au consentement, parce que je pense que même les entités ne montrent pas tout d'une seule fois, c'est pas spectaculaire. Il faut plusieurs consentements jusqu'au point de non-retour. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que c'est plusieurs consentements. Ça peut être des consentements par des contrats d'âme qui sont passés en rêve, des consentements directs, des consentements indirects aussi par des synchronicités artificielles et par la manipulation de la réalité, des consentements via des pensées intrusives. Et Joe Fisher, ce qu'il a vécu, c'est le syndrome du contacté. C'est ce qu'a vécu George Adamski, c'est ce qu'a vécu Billy Meyer, même si Billy Meyer s'en est sorti, mais c'est ce qu'ils ont vécu et beaucoup d'autres parce que il y a beaucoup plus de contactés qu'on ne le dit. Simplement, il y a un tabou dans l'ufologie mainstream de parler des cas de contact. Pourtant, les cas de contact sont extrêmement nombreux. Les contacts sont un peu différents des abductions dans le fait que lors des abductions, les entités vont montrer leur aspect réel, leur aspect manipulateur. Lors de contacts, les entités vont montrer un aspect beaucoup plus beau, beaucoup plus gentil pour se faire passer pour des frères de l'espace. Mais en fait, c'est blanc bonnet blanc, c'est les mêmes entités qui sont derrière les contacts que celles qui sont derrière les abductions. Et le but de ces entités, c'est de vampiriser et de détruire. Donc, pour un Billy Meyer et un George Adamski, qui sont extrêmement médiatisés, pour
un contacté extrêmement médiatisé, que ce soit par les médias, que ce soit par Internet, que ce soit à l'époque de Georges Adamski par l'ufologie et tout ça, il y a 1000 ou 2000 contactés silencieux qui ne disent rien, mais qui vivent les mêmes choses. Mais comme tu dis, l'information ne circule pas comme elle devrait. Et aussi, il n'y a pas d'écoute. C'est-à-dire que il n'y a pas de personnes qui sont à l'écoute de ces abductés, de ces personnes qui ont eu des expériences, etc. C'est pour ça que n'hésitez pas, si vous avez des expériences vécues dans le paranormal, etc., des témoignages, vous pouvez nous envoyer, on est là, on répond, voilà. Oui, c'est très important. N'hésitez pas, on peut mettre un peu de temps à répondre parce qu'on a beaucoup de mails, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages à propos d'expériences, de contacts, d'expériences, d'abduction, parce que très peu de gens en parlent alors que c'est une réalité. Les contactés, que ce soit Adamski, Menger, Billy Meyer et tous les autres, leurs expériences sont réelles. Mais la plupart d'entre eux, l'écrasante majorité d'entre eux, sont manipulés par des entités qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Et c'est des entités qui se manifestent sur le plan physique. Les contacts d'Adamski, Menger et des autres sont physiques. Comme les abductions, elles sont physiques. Beaucoup d'abductés ont des implants métalliques dans leur corps, comme le montre le témoignage de Lisa Awara, le travail du docteur Roger Lair, le travail du docteur David Jacobs aussi. Les abductions et les contacts sont des événements physiques. Ça a lieu dans le plan physique, même si ensuite les entités manipulent le corps astral et tout ça. Ces événements sont physiques. Et donc, ils peuvent avoir une physique différente, mais c'est une physique différente, mais les entités se matérialisent physiquement ici. Voilà, comme nous, aussi physiques que nous, aussi physiques que quelqu'un qui passe dans la rue, aussi. Voilà, aussi physique que cette tasse. Il marche parmi nous. Il marche parmi nous, littéralement. Donc, tout est dit. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important de le comprendre. Donc, quand il y a des gens par exemple, comme Adamski, Meyer, Menger et tous les autres, les entités se présentent sous un aspect beau, comme des humains extrêmement beaux très souvent, ou des humains normaux, pour mettre en confiance le contacté. Puis, typiquement, les entités vont ensuite donner un message de paix et d'amour au contacté. Est-ce qu'ils lisent les pensées pour tout de suite accrocher la personne? Oui. Par exemple, Adamski, c'était quelqu'un qui était toujours très branché sur le New Age, sur la spiritualité. Donc, ces entités vont modifier leur forme physique en fonction des croyances du contacté. Et elles vont donner un message qui accroche le contacté. Ensuite, donc, le contacté est mis en confiance. Typiquement, les entités vont donner des prophéties qui se réalisent. Par exemple, Billy Meyer a eu des prophéties qui se sont réalisées. Puis ensuite, les entités vont donner un message au contacté. Typiquement, un message à la fois extrêmement sombre qui parle de cataclysme et tout ça, et à la fois qui fait appel, qui active le programme du faux sauveur externe, parce que les entités se présentent comme des faux sauveurs externes. Ce message, c'est pour déclencher chez le contacté et chez les gens qui vont suivre le contacté, si c'est un contacté médiatisé, et maintenant un contacté YouTubisé, c'est pour déclencher le programme de perception d'apocalypse imminente, de chaos imminent. En fait, c'est une action sur la perception pour mettre les gens dans la peur et dans l'attente d'un faux sauveur externe. Dans la plupart des cas, ces événements n'arrivent
n'arrive pas. Mais c'est une manière pour accrocher le contacté, pour le mettre à la fois dans la peur et dans l'espoir d'un faux sauveur externe. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de contactés médiatisés reçoivent ce genre de messages, mais aussi des contactés silencieux qui ne parlent à personne. Nous-mêmes, on a reçu des messages de contactés, des emails de contactés, on a même échangé avec des contactés qui reçoivent ce genre de messages. Pourtant, ce ne sont pas des gens médiatisés, c'est des gens qui ne parlent pas de leur contact parce qu'ils ont peur de la moquerie stupide des gens. Donc, ils n'osent pas en parler. Pourtant, leurs contacts sont une réalité. Mais donc, dans ce cas-là, ça active le programme du sauveur externe, du faux sauveur externe, mais uniquement chez le contacté, pas chez les masses, comme c'est le cas par exemple de Billy Mayer et d'autres contactés hyper médiatisés. Donc on voit que parallèlement à ce programme pour mettre les gens dans la peur, déclencher le programme du faux sauveur externe pour que les entités se présentent comme des sauveurs, il y a aussi cette espèce de jeu où elles jouent avec le contacté lui-même. Ensuite, les entités vont typiquement donner des prophéties qui se réalisent, puis après, d'autres prophéties qui, elles, ne se réalisent pas. Si le contacté est médiatisé, ça le décrédibilise. S'il n'est pas médiatisé, ça le met dans un état de dissociation, dans un état de tristesse. Parallèlement à ça, les entités vont flatter l'ego du contacté pour que le contacté adhère à elle, pour que le contacté consente à ces entités. Puis ensuite, les entités vont déclencher un processus de destruction du contacté. Et là, c'est d'abord une destruction des finances du contacté. Adamski est mort ruiné. Après, c'est une destruction de la famille. Menger, par exemple, Menger a divorcé de sa première femme. Billy Mayer s'est séparé de sa femme. Ensuite, c'est une destruction de la santé. Billy Mayer, par exemple, a perdu un bras. George Adamski est tombé malade des suites de son contact. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Du reste, la mort d'Adamski est extrêmement étrange, comme en témoigne le livre de Louise Instag et de Timothy Good. Et beaucoup de contactés et d'abductés tombent malades des suites de leurs contacts et de leurs abductions. C'est le syndrome du contacté. Donc, Nage a montré dans l'enquête qu'on a fait que ça faisait partie du jeu de ces entités, qu'elles jouaient à détruire les personnes. Et les entités vont attaquer pareillement beaucoup de chercheurs de vérité, beaucoup de familles, comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ces entités vont attaquer aussi des ufologues et des chercheurs de vérité. Donc, oui, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, à une époque, j'ai vu que tu étudiais beaucoup le plan ou voilà, tout ce qui concerne le plan qui avance. Mais après, tu as compris qu'il y avait un autre niveau au plan. C'est le jeu. Exactement. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi encore d'autres choses à découvrir? Ah ben ça c'est clair. Parce que déjà, le plan, je ne reviendrai pas dessus là-dedans, mais le plan, on le voit sous nos yeux tous les jours. Donc ça, je n'y reviendrai pas. C'est lié au transhumanisme, c'est lié au phagocytage des âmes et tout ça. Mais au-delà du plan, il y a un jeu. Et le jeu, ça se voit par exemple dans des personnes qui passent d'une timeline à une autre. Ça ne fait pas avancer le plan des entités non humaines. Donc, c'est des choses différentes. C'est encore différent. Des choses différentes. Après, on peut penser que ces expériences de timeline qui sont extrêmement intéressantes pour comprendre la nature de la réalité
On peut penser que ces expériences de passage d'une timeline à une autre sont liées à des bugs dans la matrice, des bugs dans la fausse création, mais ça va, je pense que ça va au-delà de ça. Par exemple, on a reçu des témoignages de personnes qui se retrouvent tous les jours presque dans des timelines différentes. Et qui même se sentent effacés. Et qui se sentent littéralement effacés, qui se sentent comme invisibles par moments. Des gens leur rentrent dedans et comme si elles n'étaient pas comme si les personnes n'étaient pas visibles, les travers et tout ça. Il y a un témoignage qui a été reçu du reste par la chaîne Paranormal Rising qui parle d'une personne aux États-Unis qui tous les jours se réveille dans une timeline différente et qui se rappelle de l'ancienne timeline. Et c'est ça le plus dramatique parce que tous les jours, il y a des petites choses qui changent dans sa vie. Ça peut être des objets qui sont déplacés, ça peut être son travail est différent. Il va être très souvent dans la même compagnie mais dans des bureaux différents. Et tout ça, donc c'est dissociatif finalement. Ça rend complètement fou et ça c'est lié à des manipulations de la réalité. Et après, beaucoup de gens, ces expériences doivent être beaucoup plus fréquentes qu'on ne le pense, mais beaucoup de gens ne se rappellent absolument pas de ces expériences. Oui, ils ne se rendent même pas compte. C'est une minorité qui s'en rappelle et c'est vraiment dramatique. Et ça, pour moi, quand ça se répète tout le temps, c'est au-delà de bugs dans la matrice. Pour moi, c'est voulu par les entités non humaines. Ça fait partie de leur jeu. C'est le jeu du vampirisme pour vampiriser l'énergie c'est vraiment fait pour vampiriser l'énergie de ces gens. Par exemple, il y a aussi le témoignage de cet étudiant américain qui pendant 4 ou 5 jours de suite revivait la même journée. Et il se réveille un lundi matin, il voit sa mère qui fait des pancakes, il prend ensuite son bus pour aller à son université. Il entend une conversation, jusqu'à là tout est banal. Après il va à ses cours et tout ça, le prof dans l'amphi fait un certain cours. Le lendemain, il voit sa mère qui fait des pancakes, il reprend le bus pour aller à son campus et là, il se dit, mais j'ai déjà entendu ces conversations et tout, et il va au cours et le prof fait le même cours mot pour mot. Et il se rend compte en plus que ce n'est pas mardi, mais lundi. Donc, il se dit, mais je revis le lundi, et il pense rêver. Mais le lendemain, il revit à nouveau le lundi, et ça dure 4 ou 5 jours, jusqu'à ce qu'un matin, il se réveille, et tout redevient comme avant. Donc, c'est une expérience vraiment bizarre, mais pour moi, ça peut être un bug, mais ça a plus de chances, vu la durée, que c'est un espèce de jeu de la part de ces entités non humaines. Elles jouent littéralement avec nous. Donc, il y a ce plan très précis, mais il y a aussi cet aspect jeu, et je pense bien évidemment qu'il y a vraiment d'autres choses à découvrir, d'autres niveaux à découvrir. Et donc, ça ne veut pas dire que ça devient plus compliqué, mais complexe. Ça devient complexe. Ça devient de plus en plus complexe parce que, en fait, quand on ouvre une porte, on se rend compte qu'il y a une autre porte et une autre porte et une autre porte. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui se disent réveillées, pour moi, c'est de la fumisterie parce que on ne peut pas être réveillé. Il y a tellement de portes qui s'ouvrent. Dès qu'on pense avoir ouvert une porte, il y a une autre porte, puis une autre porte, puis une autre porte. Et une des phrases qui ressort le plus souvent, c'est « je sais tout ça, je sais tout ça, je savais déjà, je sais tout ça ». Quand on étudie ça depuis 30 ans, en fait, on se rend compte qu'on ne sait rien du plan de ces entités et qu'on ne sait rien par rapport à nous-mêmes, par rapport au mystère de la conscience, du subconscient et tout ça. C'est pas très flatteur pour l'ego, mais c'est ça. Et
Et Mais c'est vrai que j'ai toujours pensé aussi, alors, que justement, quand des gens s'intéressent à des thèmes comme ça, puis qu'après, ils disent, oh, je passe à autre chose, ça ne m'intéresse plus, ça m'intéressait, mais ça ne m'intéresse plus, je vois pas comment ça ne peut pas intéresser. Je pense qu'il y a une forme d'hypnose pour les oui, empêcher de s'intéresser. Parce que quand on est là-dedans, bien évidemment, il y a des périodes où on va faire une recherche plus active, d'autres moins actives parce qu'il y a le mhm. quotidien et tout ça. Mais pour On moi, peut pas, en tout cas, et c'est pas rentrer dans le jugement, mais pour moi, on peut pas. c'est toujours pour moi, l'intérêt est toujours là. On ne peut pas ne pas s'y intéresser. Donc, je pense qu'il y a vraiment, et c'est pas du jugement, mais je pense qu'il y a une Souvent, forme d'hypnose oui, très souvent, très de la souvent, part de ces entités. ces gens-là, ils passent à autre chose, mais quand ça arrive à un événement triste, Assez ils être en reviennent à recherche. cette recherche. Mais même Ça pas s'est toujours. Il y déjà en a qui produit, sont complètement hypnotisé. hypnotisés Mhm. et et voilà, qui passent littéralement à autre chose. On ne peut pas passer à autre chose. C'est comme Non, dans le film Matrix, une fois que Neo a été débranché, il ne peut pas repasser à autre chose. Une non. fois que quelqu'un est débranché, il peut repasser à autre Oh, chose. C'est comme dans le film Invasion Los Angeles, une fois que quelqu'un a mis les lunettes, il ne peut pas les enlever. Donc non. je trouve que ça aussi, c'est un mécanisme d'hypnose et peut-être de manipulation, de, vraiment d'hypnose et de manipulation par les pensées intrusives Intrusive. de la part de ces entités de la fausse lumière. Donc je disais que même beaucoup de chercheurs de vérité étaient ciblés directement par les entités. Donc il y a des chercheurs de vérité qui vont, qui vont être ciblés par les entités et ça va se traduire par des problèmes financiers, des choses comme ça. C'est exactement pareil que le syndrome du contacté. D'autres chercheurs de vérité vont être ciblés et vont avoir des problèmes de couple et tout ça. Ils vont se séparer, se retrouver seuls. D'autres vont carrément tomber malades Malade. et d'autres ne vont rien avoir. Alors pourquoi il y a cette espèce de gradient? Pour moi, ça fait partie du jeu des entités sans âme. Il y a des espèces de tirages au sort de la part des entités. Et dans ce tirage au sort, il y a des personnes qui vont être tirées au sort, qui vont être simplement surveillées, d'autres qui vont être tirées au sort, qui vont être rendues malades, d'autres tirées au sort qui vont perdre leur argent, d'autres qui vont perdre leur famille, d'autres dont le chemin de vie va être carrément changé par les entités non humaines, d'autres qui vont être effacés de la timeline et tout ça parce que les entités non humaines peuvent effacer des gens de la timeline, littéralement effacer de la timeline, c'est-à-dire que personne ne, ne s'en souvient. J'ai donné plusieurs fois l'exemple de ce guitariste dans un groupe de rock qui était l'étoile montante de ce groupe et qui un jour ne s'est pas présenté aux répétitions. Et à part une personne, personne ne se souvenait de lui. Pourtant, ce guitariste, c'était la personne la plus talentueuse du groupe. Il avait un accent britannique très marqué et des longs cheveux noirs. Mais c'est comme s'il avait été effacé. Effacé. Et C'est il y a ce concept d'effacement aussi dans il y a ce concept d'effacement dans le film de la Fringe série Fringe où le héros à un moment est disparaît. Oui. effacé. Et parfois aussi, il y a des photos de créatures cryptozoologiques et tout ça qui sont présentées en public à la télévision. Et beaucoup de personnes se rappellent de ces photos présentées en public, mais ensuite, comme par hasard, quand les gens vont chercher dans les archives de la télévision, l'émission n'a jamais eu lieu et la photo n'existe pas. Pourtant, énormément de personnes se rappellent
se rappellent de l'émission. Est-ce C'était que le ça- cas dans les années 70 où Ivan Sanderson, un cryptozoologue extrêmement connu, avait montré la photo d'un ptérodactyle. Il y a du reste plusieurs photos de ptérodactyles en passant, mais il avait montré une photo très spécifique de ptérodactyle en direct à une émission au Canada. De nombreux chercheurs sont rappelés de cette photo. Des recherches ont été entreprises, l'émission n'existait pas et aucune trace n'a été trouvée de la photo. Pourtant, des milliers de personnes se rappellent de cette émission et de cette photo. Et Sanderson se rappelait bien d'avoir montré la photo et tout ça. Donc, il y a cet effacement de personnes et d'objets de la réalité. Moi, j'ai une question. Est-ce que pour toi, il y a une reprogrammation par rapport au temps manquant ou c'est de l'oubli? Comment tu peux expliquer? Le temps manquant, c'est à la fois de l'oubli, mais il y a une reprogrammation du subconscient. C'est les souvenirs écrans que, par exemple, beaucoup d'abductés, avant leur abduction, vont voir un hibou, une chouette, et ensuite plus rien. Mais ils vont se rendre compte que 3 ou 4 heures se sont écoulées. C'est un souvenir écran. Ce n'est pas systématique et ça fait partie du jeu des entités non humaines. Mais quand une personne est effacée ou un objet est effacé et la réalité est modifiée, là, il y a vraiment une reprogrammation du subconscient des masses et même de la réalité pour que tout s'imbrique dans la nouvelle réalité. Simplement, il y a quelques personnes qui se rappellent de l'ancienne réalité parce que ça fait partie du jeu des entités sans âme et ça fait partie de la notion de consentement. Et tout ça, ça explique l'effet Mandela et tout ça. Est-ce que le temps manquant, ça peut être éventuellement des abductions? Souvent, pour moi, la plupart du temps, c'est des abductions, c'est aussi des jeux des entités avec la timeline, mais dans beaucoup de cas, c'est des abductions. Parce qu'il y a à peu près, selon David Jacobs, la moitié à 2 tiers des abductés qui n'ont peu ou pas de souvenir de leur abduction. D'où le concept de missing time. Est-ce que les abductions ont un lien avec la peur? Parce que tous les humains ont peur justement de ces entités. Justement, oui. Parce que un des buts des abductions, c'est donc il y a l'hybridation qui est liée au programme d'abduction, c'est tout le travail du docteur David Jacobs et tout ça, qui est le remplacement d'une partie de l'humanité par des hybrides. Il y a aussi les expérimentations, mais il y a aussi le vampirisme et le jeu des entités sans âme, parce que ces entités vont faire subir aux abductés des expérimentations absolument abjectes, alors qu'elles ont des technologies qui ont des milliards d'années d'avance sur nous. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Mais si ces entités font ces expériences abjectes pour extraire un maximum de peur et de souffrance à l'abducté parce qu'elles se nourrissent de tout cela, ça devient extrêmement possible. C'est lié au vampirisme psychique. En fait, un des buts des abductions, c'est le vampirisme psychique. C'est pour ça que ces expériences sont tellement traumatisantes parce que les entités se nourrissent de peur. Est-ce que les animaux aussi ont cette tendance à avoir peur de quelque chose bien sûr. Qui hante? Il y a des abductions. Il y a des abductions. Avant l'abduction, les animaux vont percevoir les entités. Et des abductés qui ont des chiens et des chats vont voir que leurs chiens et leurs chats deviennent fous avant des expériences d'abduction, parce que certains se rappellent consciemment de leurs abductions. Et il y a aussi des animaux qui sont abductés. Et ça, c'est lié au phénomène des mutilations animales et tout ça. Donc le jeu, c'est avec aussi les animaux. Les entités jouent avec les humains et les animaux. Elles jouent avec tout ce qui est vivant, tout ce qui a une connexion divine. Mais donc il y a des chercheurs de vérité qui vont être simplement surveillés et d'autres beaucoup plus attaqués par les entités et qui vont avoir ce qu'on appelle le syndrome du contacté. Donc, syndrome du contacté, c'est un terme qui a été trouvé par John Keel dans les années
dans les années 60 pour décrire l'espèce de destruction des contactés après leur rencontre avec des entités non humaines. Il y a une chercheuse, française, du reste, qui a correspondu avec nous par l'intermédiaire de vidéos très intéressantes, qui a fait une grande recherche sur comment distinguer un phénomène paranormal authentique, dans le sens, par exemple, une rencontre avec une fée authentique, une humanité parallèle authentique, d'une rencontre avec des entités sans âme qui se font passer pour des représentants d'une humanité parallèle ou qui se font passer pour des décédés. Et elle en a conclu que l'entité sans âme qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas va s'accrocher au témoin et vampiriser et parfois détruire le témoin. Alors que si c'est une humanité parallèle classique ou un fantôme classique, la personne va voir le fantôme et tout ça, mais après ne va pas avoir de conséquences. Donc, je remercie en tout cas cette chercheuse de ces vidéos très intéressantes qu'elle nous a envoyées, parce qu'elle nous a envoyé plusieurs. Et pourquoi je disais ça? Oui, parce que il y a un espèce de jeu aussi avec les chercheurs de vérité. Et beaucoup de chercheurs de vérité vont tomber malades ou vont voir leur famille détruite. Beaucoup de phénomènes paranormaux aussi vont avoir lieu autour de chercheurs de vérité. Là encore, John Keel avait remarqué ça dans les années 60. Même des chercheurs qui enquêtaient sur la mort du président Kennedy avaient les mêmes phénomènes paranormaux que des chercheurs qui s'intéressaient aux ovnis. Donc on voit bien que c'est les mêmes entités qui sont derrière tout cela. Et beaucoup de phénomènes paranormaux, c'est des phénomènes de type poltergeist, de type pensée intrusive et tout ça. Et avec Nage, on a fait donc une enquête et on s'est demandé comment les entités procédaient. Là aussi, elles procèdent par notre ignorance, parce que beaucoup de chercheurs de vérité ne ignorent totalement, je dirais pas l'existence de ces entités, mais disons l'impact de ces entités dans notre quotidien. Donc, quand il va leur arriver des problèmes d'argent, des problèmes au niveau de leur couple, des problèmes de santé, des phénomènes paranormaux de type poltergeist, ils vont même pas faire le rapprochement avec les entités. Et pourquoi? Parce que cette information ne circule pas. Pourtant, le travail d'Eve Lorgen, le travail de Jerry Marzinsky, même le travail de pionniers comme Charles Fort montre vraiment l'impact de ces entités dans notre quotidien. Et ça impacte tout le monde sans qu'on s'en rende compte. C'est le phénomène des pensées intrusives, c'est le phénomène des synchronicités artificielles qui sont liées à des manipulations de la réalité par les entités non humaines. Donc beaucoup de chercheurs de vérité vont être attaqués par ces entités et ils vont penser que leur problème c'est dû au hasard et tout ça, alors que c'est les entités, et les entités attaquent d'autant plus que l'on est ignorant à leur sujet. On peut être leurré à plusieurs niveaux et c'est pour ça que tu fais ce travail depuis des années et c'est très 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 important. On devrait recevoir une éducation dans ce sens-là. Comment ça se fait? Comment savoir un petit peu, comment tu résumes finalement du plus important, moins important pour comprendre ces entités? Comment savoir qu'elles sont à côté de nous, autour de nous, comment elles nous font baisser en vibration? Oui, c'est clair que quand quelqu'un
entame une recherche comme ça, même un travail sur soi, la première chose que la personne devrait connaître, et que ça soit un ufologue, quelqu'un qui fait du développement personnel, qui se met dans les soins énergétiques et tout ça, c'est connaître ces entités et leur impact, parce que ce sont des entités qui sont extrêmement manipulatrices. Ce sont des entités qui peuvent agir au plan physique, au plan astral, au plan mental et qui peuvent modifier la réalité par leur technologie. Ce sont des entités vampiriques, des entités qui jouent avec nous comme des pions. Du reste, les Grecs anciens avaient bien compris cela en disant que, que l'humain était un pion des dieux. Les chamans des cultures traditionnelles ont aussi compris cela Et en grande cela, ça partie. Mais date tout ça, depuis la ça date création. depuis le début de la fausse création. Et ça, après, toutes ces connaissances anciennes se sont perdues. Même des gens comme les frères Grimm, par exemple, qui écrivaient des contes, mais les contes, il faut savoir que les frères Grimm allaient de village en village recueillir divers témoignages de personnes qui avaient eu affaire à ces entités non humaines, et puis ensuite ils en faisaient des contes. Et dans leurs contes, les frères Grimm montrent le caractère manipulateur de ces entités. Par exemple, il y a un conte qui s'appelle Rumpelstiltskin en anglais, où les entités jouent avec leur nom pour manipuler une jeune fille, une jeune princesse. Et il y a toute cette notion symboliquement euh, d'entité qui s'intéresse à enlever des humains. Dans ce conte, il y a des notions d'enlèvement qui sont suggérées, de manipulation de la réalité et tout ça. Donc c'est vraiment d'où les légendes et tout ça qui sont basées sur des faits réels. Donc les anciens avaient cette connaissance, mais cette connaissance s'est perdue. Alors ça a pu se perdre par des manipulations de la timeline et aussi par le fait qu'il y a eu l'impact des religions et tout ça, du scientisme, des choses comme ça. Ça a fait que toute cette connaissance s'est perdue. Mais les anciens avaient cette connaissance. Donc, il y a la présence de ces entités. Ça, c'est clair. Ces entités jouent avec nous comme des pions pour prendre notre énergie. Ces entités se cachent en faisant croire qu'elles n'existent pas, ou alors en se faisant passer pour ce qu'elles ne sont pas, comme le font les djinns dans le folklore musulman, qui n'est pas un folklore, comme le font les démons dans le folklore chrétien, qui n'est pas un folklore, comme le font aussi les tricksters dans le folklore amérindien, qui n'est pas un folklore. Ces entités se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Ces entités vont ensuite imiter les pensées et elles vont aussi hypnotiser. Donc, par exemple, si un chercheur de vérité est attaqué par ces entités, s'il n'est pas conscient de ces entités, elles vont encore plus l'hypnotiser pour qu'il ne prenne jamais conscience de ces entités et qu'il pense que tout est dû au hasard. S'il est conscient de ces entités, elles vont l'hypnotiser pour finalement relativiser le problème qu'elles représentent. Mais c'est des techniques d'hypnose de la part de ces entités. Et la chose à retenir, c'est que ces entités sont présentes, qu'elles influent au niveau macroscopique, donc c'est tout le cercle de la politique, l'actualité, sur lequel je ne reviendrai pas, mais qu'elles influent aussi au niveau des 5 sens, qu'elles influent au niveau individuel, au niveau des 5 sens et aussi au niveau astral et au niveau mental par les pensées intrusives, qu'elles sont derrière beaucoup aussi de manipulation de la réalité et qu'elles jouent avec nous comme des pions. Et justement, leur arme suprême, c'est notre ignorance. Et en un ou deux mots, qu'est-ce que tu dirais? Parce que toi, ce que j'ai remarqué,
c'est que tu restes toujours ouvert à de nombreuses hypothèses. Et dans cette recherche, c'est vraiment très important. On ne peut pas dire que j'ai compris et j'ai fini. On n'a rien compris. On a compris un millionième de ce qu'il faut comprendre. Et ça, ceux qui disent qu'ils ont tout compris, il faut vraiment laisser tomber et s'enfuir en courant parce qu'on a compris un millionième. Et ça, c'est valable pour tous les chercheurs de vérité. Ceux qui ont plus compris, c'est des chamans traditionnels, des gens de sociétés dites primitives qui sont tous sauf primitifs, les anciens, avaient bien mieux compris que nous. Donc en 2 mots, c'est déjà prendre conscience de ces entités parce qu'elles affectent par le subconscient. Ensuite, c'est de prévenir les attaques de ces entités en vibrant au-delà de ces entités. Et nous, on peut élever notre vibration à l'infini, mais les entités ne peuvent pas élever leur vibration au-delà d'un certain seuil parce qu'elles n'ont pas de connexion divine. Donc on a quand même une longueur d'avance sur ces entités, mais on ne le sait pas. Mais il faut qu'on prenne conscience Il faut de qu'on ça prenne conscience tous les de ça, jours, de tous notre les connexion tous les jours. divine et tout ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est se créer son propre bonheur dans le quotidien pour élever notre vibration. Au-delà d'un certain seuil, on vibre au-delà des entités non humaines, transmettre ce bonheur à un maximum de personnes par des actes d'amour vis-à-vis de l'entourage, ne serait-ce que par des sourires, par la joie de vivre et tout ça pour que individuellement, puis par effet boule de neige collectivement, on crée une réalité qui vibre au-delà de ces entités. Au-delà d'un certain seuil, on crée une réalité qui est incompatible avec ces entités, puisqu'elles ne peuvent pas élever leur vibration au-delà d'un certain seuil, mais nous, on peut. Donc c'est vraiment utiliser nos capacités créatrices pour vibrer au-delà de ces entités non humaines. Je pense que c'est vraiment la clé. Donc, et prendre conscience de ces entités. Les mots importants, c'est information, discernement, conscience, connaissance de soi, joie, bonheur et amour. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube au-delà de l'illusion. Au revoir.